Bonjour, ici Christian Walter. Donc, je suis heureux de vous introduire dans ce nouveau webinaire de l'Association française pour l'étude des sols. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophie Cornu comme conférencière. Donc, Sophie est directrice de recherche à l'INRAE dans une UMR qui est le CEREG à Aix-en-Provence. Donc, le CEREG, le Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement, avec à peu près 200 chercheurs et techniciens dans cette UMR. Et Sophie est une des spécialistes françaises de la pédogénèse, notamment sur la pédogénèse récente. Et donc, elle va nous faire cet après-midi une synthèse sur un des grands processus de la pédogénèse, à savoir tout ce qui est transfert verticaux de matière. Et donc, je lui laisse directement la parole pour démarrer sa présentation. Merci Christian, bonjour à tous. Donc, comme vient de vous le dire Christian, je vais vous présenter des travaux que l'on a effectués à une trentaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens dans le cadre d'un gros projet collaboratif financé par l'ANR, mais aussi par 3 régions de France et avec une diversité de laboratoires que vous voyez là en bas représentés. Donc, les sols, on a bien conscience qu'ils évoluent au travers du carbone ou du pH, qui sont des caractéristiques dynamiques, comme définies par Dominati et consorts en 2010. Et par contre, on pense moins que les caractéristiques inhérentes, qui, comme leur nom l'indique, sont considérées comme évoluant peu, évoluent. Et pourtant, il y a eu des travaux récents, mais pas si récents que ça d'ailleurs, on en retrouve depuis assez longtemps dans la littérature, qui montrent que ces caractéristiques évoluent. Par exemple, l'évolution des minéraux argileux, et qu'ils évoluent sous l'impact de processus qui sont biologiques, physiques ou géochimiques, et que le changement climatique et la gestion des sols influent sur ces processus qui font évoluer les caractéristiques et probablement les services écosystémiques liés, qui est fournis par les sols, avec des boucles de rétroaction potentielles vers le climat et les occupations et les activités humaines. Ainsi, il devient nécessaire de fournir une vision dynamique des caractéristiques des sols afin de contraindre les modèles d'écosystèmes et de climat qui ont besoin des caractéristiques du sol comme données d'entrée, d'estimer les services écosystémiques rendus par les sols et leur évolution dans le temps, et in fine de protéger la ressource sol. Mais pour cela, il faut quand même avoir une bonne connaissance des processus à l'origine de ces évolutions. Or, certains processus, tels que les transferts verticaux de matière dans les sols, sont encore mal quantifiés et leur cinétique est encore mal connue, parce que là, on a une approche dynamique, donc on a besoin de connaître la cinétique. Donc, notamment le lessivage des argiles et la bioturbation, qui sont pourtant des processus majeurs de la formation des sols. Et il y a eu des travaux de modélisation qui montrent que si on ne prend pas en compte ces processus, on ne peut pas décrire la formation des horizons des sols. Donc, c'est sur cette base que nous avons entamé nos travaux sur cette thématique. Donc, peut-être, je vais commencer par redéfinir ce que sont la bioturbation et le lessivage. Donc, la bioturbation, c'est un mélange dû à l'activité un mélange dans le sol dû à l'activité des organismes vivants, qui se traduit soit par des porosités d'origine biologique liées aux racines ou aux vers de terre ou aux fourmis, soit des déjections qui peuvent faire des remontées du coup de matériel profond vers la surface. Le lessivage, c'est un transfert vertical de particules fines d'argile inférieure à 2 microns, avec un horizon de départ ou horizon éluvier appauvri en argile, avec un processus de mobilisation, un processus de transport et un processus d'accumulation en subsurface dans un horizon appelé BT, qui est enrichi en argile ou illuvié.
au niveau microscopique, cela se caractérise, enfin, mésoscopique et microscopique, cela se caractérise par des revêtements que vous voyez ici sur cette lame mince, très clairement ici et ici. Les questions qui se posaient et que nous nous sommes posées, c'était quelle est l'importance des transferts verticaux de matière dans les sols et quelle est leur importance pour ce qui est de la différenciation verticale de ces sols en horizon. Est-ce que le lessivage des argiles est toujours un processus actif sous climat tempéré, comme certains auteurs le suggéraient, alors que d'autres suggéraient le contraire? Quelle est la cinétique des transferts verticaux de matière dans les sols? Et quel est l'impact de l'agriculture sur ces transferts verticaux de matière? C'est ces quelques questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Pour cela, on a choisi un sol modèle, en quelque sorte, le Luvisol. Alors, pourquoi le choix de ce type de sol? D'abord, c'est un sol qui est développé en grande partie par ce processus de lessivage. Vous voyez ici qui se caractérise par, sous l'horizon A, un horizon un peu blanchi, éluvial, appauvri en argile, sur un horizon, au contraire, que vous voyez plus orange-rouge, enrichi en argile. C'est un sol assez fréquent, qui représente 5 à 6 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 3 à 4% des surfaces continentales et 6% des sols européens. Et c'est un sol relativement fertile qui est donc généralement cultivé. Donc la question de l'impact de l'homme sur ces sols est particulièrement pertinente. Pour répondre à ces questions, nous avons mis en œuvre trois grands types d'approches. Des approches sur le terrain de quantification pour quantifier et avoir la cinétique des processus, avec des approches rétrospectives sur des sites longue durée que vous voyez nommés ici, en faisant des approches où on remplace le temps par l'espace avec des paires de sols. Des approches in vitro au laboratoire pour essayer d'analyser les mécanismes, cette fois-ci, du lessivage. Et des approches de modélisation qui avaient comme objectif de synthétiser l'ensemble des résultats obtenus et de les confronter. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des mécanismes, là encore, on s'est posé un certain nombre de questions, notamment quelle était l'importance de l'intensité des pluies sur le processus de lessivage, quelles étaient les voies de transfert des particules dans les sols, et quels étaient les processus de rétention des particules transférées dans l'horizon illuvie. Pour ce qui est de l'importance de l'intensité des pluies sur le lessivage, nous avons mis en place des expérimentations sur colonnes de sol non perturbées, avec des colonnes assez grandes, désymétriques, sur lesquelles on a appliqué une succion à la base, on a suivi le potentiel matriciel et récolté l'eau à l'aide de bougies poreuses. On a récolté l'eau drainée et les particules perdues en base de colonne qu'on a analysées quantitativement et qualitativement en minéralogie et en chimie. Grâce à un simulateur de pluie qui est le simulateur national d'Orléans, on a simulé deux intensités de pluie sur ces colonnes, des pluies de forte intensité qu'on a simulées sur sol sec, type orage, et des pluies de faible intensité sur sol plutôt humide, type pluie d'hiver. Les colonnes étaient formées de un ou deux horizons, un horizon issu de l'Uvisol, deux horizons E, un avec un pH autour de 6 et avec une minéralogie caractérisée par son abondance en smectite. Un deuxième sous-jacent avec un pH plutôt à 7 et caractérisé par son absence de smectite. L'idée étant que les conditions de pH du premier permettaient le départ qui
s'accumuler dans le deuxième horizon, alors que le pH était plus élevé. Ce que 28 cycles de pluie ont été réalisés, et ce que ces pluies nous ont montré, c'est que vous voyez ici la proportion d'eau drainée après 1h30. Donc ça, c'est un proxy pour la proportion des écoulements rapides. Et on a exprimé les quantités de particules récoltées à la fin au bas de la colonne à la fin des pluies en fonction de cette proportion de drainage rapide. Et on voit très nettement que pour les pluies de 20 mm/h, on a un lien très fort entre les quantités de particules éluviées et la proportion de drainage rapide des écoulements préférentiels. Et que cela représente 20 à 100% des particules exportées au cours de la pluie. Par ailleurs, d'autres résultats montrent que les pluies à 20 mm/h exportent beaucoup plus de particules que les pluies à 6 mm/h. On montre ainsi quelque chose qui avait déjà été montré par les travaux de Fèvre et Chamarot en 1995, que les événements extrêmes de type orage ont une importance considérable dans les transferts, dans les départs de particules, et que probablement ces transferts ont lieu au travers des écoulements préférentiels. Dans un deuxième temps, du coup, on a essayé, toujours sur des colonnes non perturbées du même type de sol, de voir où s'effectuaient ces transferts. Pour cela, on a fait une simulation de pluie avec un petit simulateur, un petit simulateur de pluie que vous voyez ici, sur la colonne. On l'a effectué à l'intérieur d'un tomographe médical pour pouvoir suivre les écoulements au cours de la pluie. Donc, par des différences de contraste enregistrées tout au cours de la pluie, on peut reconstituer les écoulements d'eau dans la macroporosité que vous voyez ici représentée, et regarder quelle est la partie de cette macroporosité qui est active, comme vous allez le voir sur cette petite vidéo. Vous voyez que là, il y a 1 ou 2 macropores qui sont actifs, et puis qu'ici, il y a un plan d'eau qui se passe. On peut en déduire une surface de contact entre l'eau et le réseau poral qui a été estimée à 30% de la surface du réseau des macropores. Donc, c'est qu'un tiers de cette surface qui est de fait active. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe le long d'un macropore actif, celui-là par exemple, on peut faire des coupes horizontales que vous voyez ici et regarder où se situe l'eau. Donc, on représente ici la quantité d'eau dans les différents voxels, c'est-à-dire un pixel en volume, de 0 à 100% d'eau. Et vous voyez que l'eau n'est pas présente partout dans le pore, mais plutôt à sa périphérie ici, avec des endroits plus concentrés. Et il n'y a qu'à la base qu'on a une saturation totale apparemment du pore. Et donc, on se retrouve en face d'un écoulement qui n'est pas saturé, mais insaturé, sous forme de ruisselet dans le macropore. Maintenant, si on fait une coupe au contraire verticale, donc on regarde la profondeur du macropore, on voit que ce ruisselet, il n'est pas continu, mais ça forme comme des gouttes le long de la paroi du macropore, et que donc on a un ruissellement intermittent dans le macropore. Donc on conclut que l'eau coule en ruisselet intermittent au sein des macropores actifs. Le dernier point, c'était d'essayer de regarder comment ces particules se fixaient dans l'horizon diluviation. Alors pour cela, toujours sur des colonnes de sol non perturbées de taille dissymétrique, nous avons réalisé des séries de pluies contenant des microsphères fluorescentes de différentes couleurs. Donc vous voyez, là on a 3 couleurs. Et alors, ces pluies étaient séparées de durée d'arrêt croissante. Donc d'abord 5 heures, 23 heures, etc. Et à chaque fois avec des microsphères de couleurs différentes.
Lors de chaque pluie, chaque pluie et chaque interpluie, on suivait le volume, le poids de la colonne, qui est un proxy de son humidité, le volume collecté, et on quantifiait les microsphères au cytomètre de flux. Cette analyse a permis de montrer que la quantité de microsphères retenues lors d'une pluie augmente en fonction de la durée d'interruption à la pluie précédente. Et que et que la variabilité entre le temps d'interruption entre les pluies expliquait 27% de la variabilité de la rétention des microsphères. C'est-à-dire cette différence-là. Parallèlement, si on regarde les microsphères relâchées à la pluie d'après, c'est-à-dire on injecte ici des microsphères bleues, on regarde les microsphères bleues qui sortent à la pluie d'après ou à celle d'encore après. C'est les carrés noirs et les carrés rouges. On voit que seul 1% des microsphères qui ont été stockées à la pluie d'avant sont relarguées à la pluie d'après, et que là encore, ce pourcentage diminue en fonction de la durée qu'il y a eu entre les pluies. Enfin, si on regarde si les microsphères relâchées sont relâchées seules ou en association avec des particules de sol, on voit que si c'est les microsphères de la pluie, elles ne sont absolument pas attachées à des particules de sol. Par contre, celles qui sont relarguées à la pluie d'après ou à celle d'encore après sont pour 20% d'entre elles, entre 20 et 30% d'entre elles, accrochées à des particules de sol. Sur la base de ces résultats-là, on a bâti un modèle conceptuel dans lequel, on voit que on a fait l'hypothèse que sur les pauses longues, la matrice qui est ici, alors ici c'est le macropore, donc la matrice à proximité du macropore est plus sèche, l'eau est rentrée plus à l'intérieur si la pause est longue que si la pause est courte. Vous voyez, l'eau est plus proche là. Quand la pluie suivante arrive avec sa charge en microsphère, l'eau est plus absorbée quand la matrice est plus sèche, un peu comme ça se ferait avec une éponge, que quand elle est plus humide. Et du coup, les microsphères, avec elles, sont absorbées et sont absorbées plus profondément dans la matrice que quand la matrice est humide. Du coup, à la pluie suivante, le relargage de microsphères se fait plus dans le cas d'une matrice humide, parce que les microsphères sont rentrées moins à l'intérieur de la matrice, que dans le cas d'une matrice qui avait été plus sèche et qui avait plus absorbé. Et donc, ce modèle conceptuel permet de comprendre les résultats que je vous ai présentés juste avant. En résumé, pour cette partie-là, on a pu montrer que le lessivage des argiles est plus important pendant les épisodes orageux à forte intensité de pluie, que lors des orages, l'eau transite principalement sous forme de flux préférentiel dans les macropores qui sont insaturés, et que la rétention des particules dépend de la durée entre deux pluies. Et donc, quand elle arrive sur un sol sec comme un orage, la rétention se fera mieux aussi. Donc, en conclusion, un impact plus important des phénomènes orageux sur le lessivage que des autres. Maintenant, pour ce qui est de la quantification du lessivage des argiles et de la bioturbation à l'échelle du profil, les questions qu'on se posait étaient de savoir si le lessivage des argiles pouvait à lui seul expliciter l'accumulation d'argile observée en subsurface dans les horizons BT, et de savoir quelle était l'importance respective de la bioturbation et du lessivage des argiles dans la formation des BT, est-ce qu'ils étaient synergiques, antagonistes, ces deux processus, et enfin de savoir quelle était la vitesse de formation des horizons BT. Pour estimer l'importance du lessivage des argiles dans la pédogénèse des luvisols français, on a repris les données de 1600 luvisols décrits dans la base de données d'ONSOL
sur lequel on a fait des calculs de bilan de masse pour essayer de voir si les quantités éluviées pouvaient expliquer à elles seules les quantités illuviées de l'horizon BT. Ce dont on s'est aperçu, c'est déjà que pour un tiers des profils décrits dans la base d'Unsol, on ne pouvait pas faire le calcul de bilan de masse parce qu'il nous manquait des données, notamment la donnée de densité apparente, qui était des données essentielles, mais peu renseignées. Pour 66% des profils, on observait au sein du profil un changement de matériau parental qui était probablement en partie responsable de l'horizon BT. Et pour 3% des profils, le seul transfert de particules par lessivage ne permettait pas d'expliquer les accumulations observées dans le profil, et d'autres processus devaient être probablement mis en jeu. On a après essayé de regarder par une analyse micromorphologique l'importance respective du lessivage et de la bioturbation. Alors, le lessivage ici, c'est plutôt l'illuviation qu'on a regardé en quantifiant les revêtements. Vous en voyez un très joli ici, et les cutanes, mais aussi les papules, qui sont en fait des fragments de revêtements qui ont été remélangés par la bioturbation en passant au travers notamment des intestins du ver de terre. Vous en voyez plusieurs exemples ici. La bioturbation, quant à elle, a été quantifiée par ces fameuses papules dont je viens de vous parler, mais aussi par son effet sur la macroporosité. Un premier travail a consisté à évaluer dans quelle mesure les macropores créés par la bioturbation étaient stables ou pas dans le temps, en regardant leur connectivité, la connectivité des revêtements par rapport aux pores. Et ce travail a montré que pour les 50 à 60 premiers centimètres du sol, on a un relativement fort renouvellement de la porosité, alors que ce renouvellement devient faible en dessous de 50 ou 60 centimètres de profondeur. On voit que la porosité stable prend le dessus par rapport à la formation de porosité ici. Alors, fort renouvellement, faible renouvellement, c'est relatif. Il y a des travaux qui ont été effectués par Bunt et co-auteurs dans les années 2000 qui montrent par des analyses de césium que probablement en surface, pas dans l'horizon de Labour, mais relativement en surface, la stabilité des macropores est de l'ordre d'une quarantaine d'années. Donc ça veut dire que là, on serait beaucoup plus lent que ça. Après, se pose la question de savoir si la bioturbation va contrecarrer en quelque sorte le lessivage en remontant des argiles qui auraient pu être descendues lors du lessivage. Pour ça, on a regardé les papules, l'importance des papules par rapport à l'importance des revêtements. Donc, vous voyez ici les revêtements en orange et les papules en noir. Et on voit que finalement, il y a assez peu de remontée de papules en surface et que donc probablement les deux processus ne sont pas antagonistes. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on voit bien l'expression des horizons BT. Ces deux processus, du coup, ont été quantifiés, leur abondance a été quantifiée avec la profondeur, ici la bioturbation et ici l'éluviation. Et en fait, on peut différencier en gros trois zones dans le profil. Une zone supérieure, alors qui est quand même en dessous de 40 cm, hein, mais où la bioturbation semble plus importante que l'éluviation. Une zone dans laquelle l'éluviation, au contraire, est plus importante que la bioturbation. Et après, en bas de profil dans l'horizon C, les deux processus sont à peu près équivalents. Une dernière approche a permis de quantifier d'une autre manière
et puis surtout d'atteindre la cinétique des processus, c'est une approche multi-isotopique dans laquelle on a étudié un certain nombre d'isotopes qui ont tous en commun d'être apportés par l'atmosphère et d'avoir une forte affinité pour les phases solides. L'idée étant que si ils sont peu transférés sous forme soluble, du fait de leur forte affinité pour les phases solides, ils vont être retransférés conjointement par les transferts de particules, que ce soit bioturbation ou lessivage des argiles, et que donc on doit pouvoir les modéliser conjointement par ces deux processus. Dans le cas des luvisols, du fait de leur pH on peut considérer que les transferts sous forme soluble sont négligeables. Ce n'est pas forcément le cas de tous les types de sols. Donc ces isotopes, c'est le plomb 210, le césium 137, le beryllium 10, et on a utilisé le carbone et ces isotopes pour valider l'approche. Ces isotopes ont des demi-vies très contrastées, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi des historiques d'apport très différents. La diffusion et le lessivage et la bioturbation ont ensuite été modélisés par une équation de convection-diffusion, où le terme diffusif que vous voyez ici représente la bioturbation et le terme convectif représente le lessivage, excusez-moi pour l'anglais qui est resté ici. Et puis on a un terme de décroissance radioactive ici, et même dans le cas de sols agricoles, on a un terme de mélange lié au labour, que je n'ai pas représenté ici. Les hypothèses qu'il y a derrière ce modèle, c'est que le lessivage des argiles a lieu dans les macropores, ce qui a été montré dans la première partie par les expérimentations, que les macropores sont stables dans le temps, ce qui a plus ou moins été aussi montré par l'approche micromorphologique, et que la bioturbation mélange toutes les fractions granulométriques du sol. Vous voyez ici pour un luvisol sous prairie de Mont-Saint-Chaussée, en vert, les mesures faites pour plomb 210, césium et beryllium 10. En noir, la modélisation de diffusion-convection, par diffusion-convection. Quand on reprend les paramètres de diffusion et de convection définis par ces trois éléments et qu'on les applique au cas du carbone, vous voyez qu'on peut reproduire relativement bien les profils de carbone, qui étaient d'ailleurs bien reproduits ici pour les différents isotopes. L'application carbone organique, auquel on a rajouté le modèle Rotsey, d'ailleurs, pour que je le dise, valide en quelque sorte l'approche. Si on prend maintenant le coefficient de diffusion obtenu et qu'on l'applique aux 30 premiers centimètres du sol, on obtient des quantités de sols bioturbés par an qui sont relativement comparables à ceux de la littérature pour des milieux équivalents. Enfin, maintenant, si on utilise ces coefficients de diffusion-convection pour modéliser le lessivage des argiles au cours des 15 000 dernières années, en partant d'une hypothèse de concentration en argile constante dans le lœss parental. Ici, vous voyez le profil actuel mesuré, la teneur en argile mesurée dans le profil actuel. Pardon. On voit l'évolution suivante au cours du temps de la teneur en argile. Alors, formation très rapide d'un horizon, vous l'avez vu au départ, qui s'approfondit, qui arrive et qui se stabilise à la bonne profondeur, à la profondeur du BT, et puis reste stable après 6000 ans. Et à la fin, vous avez vu très vite, c'est l'agriculture qui remet le lessivage qui réinitialise, qui fait repartir le lessivage qui s'était arrêté avant. Donc vous voyez ici, très vite, dès 30 ans, on voit un premier pic qui s'enfonce et qui arrive à stabilité.
Donc, cette analyse rétrospective sur les terrains a permis de nous montrer que l'approche multi-isotopique pouvait être un outil pour tracer les transferts verticaux de matière et leur vitesse. Par contre, ce n'est pas forcément applicable dans tous les sols tels quels, puisque dans certains sols, il faudra absolument prendre en compte les transferts sous forme soluble. Donc, ça nécessite des développements complémentaires. Et puis, ça permet une première reconstitution dynamique de la cinétique des processus dans les sols, en tout cas de la cinétique des processus de transfert verticaux de matière. Enfin, on a testé la potentialité de la modélisation comme un outil prospectif, finalement, de l'évolution des sols. Donc, pour ça, il nous a fallu choisir un modèle. Faire une analyse de sensibilité de ce modèle aux changements globaux, parce que l'idée d'avoir un outil prospectif, c'est pour pouvoir prédire l'évolution des sols face aux changements à venir. Et puis, on a aussi mis en évidence un certain nombre de limites à ce modèle et proposé des solutions. Donc, le modèle que l'on a choisi, c'est le modèle Soljet, qui est un modèle de pédogénèse qui est déterministe et qui présente une très large couverture de processus. Alors, son cœur, c'est un cœur de transfert hydro sur la base de Leach-C avec les équations de Richard derrière. Il y a la matière organique avec Rod-C. Toute une série d'équations d'altération des carbonates principalement, mais d'échanges entre la solution et la phase solide, avec des adsorptions et des désorptions. La bioturbation et le lessivage qui nous intéressent, et une partie de prélèvement par les plantes ici. Donc c'est assez complet, et il a été développé et appliqué beaucoup au Luvisol, dont vous voyez ici l'évolution, alors avec une décarbonatation d'abord du LEUS qui s'enfonce, puis une différenciation, un début de lessivage qui s'accumule autour du temps, et vous voyez le développement, alors la perte en carbonate et le développement progressif d'un horizon BT. Et donc ce modèle-là permet tout à fait de retrouver les différents stades de la séquence d'évolution des luvisols chère à Marcel Jamagne, pour ne pas le nommer. Donc, on a dans un premier temps essayé de voir si ce modèle pouvait être un bon candidat pour développer des projections de l'évolution des sols à l'horizon 2100. Et donc, on a testé sa sensibilité aux scénarios de changements globaux, c'est-à-dire changements climatiques, mais aussi des changements d'agriculture et d'usage des terres. Et on a aussi regardé l'incertitude de la composition du sol de départ sur l'effet à l'arrivée. Ce qu'on voit, c'est que le modèle est capable de représenter relativement raisonnablement les teneurs en inférieur à 2 microns, avec une incertitude qui est liée principalement à l'incertitude qu'on a sur le matériau parental. Sur le carbone organique, on représente aussi de façon relativement raisonnable les résultats, sachant que le modèle n'avait pas été calibré au préalable pour le type de végétation qu'on modélisait. Par contre, on voit qu'il y a un hiatus assez fort pour ce qui est de la densité apparente, et ce, lié à une hypothèse de volume constant qui est dans le modèle. Or, effectivement, cette hypothèse de volume constant, elle est classique dans la plupart des modèles hydro en tout cas, et si elle est tout à fait raisonnable quand on modélise à l'échelle d'un événement de pluie, quand on modélise à l'échelle de la pédogénèse, on voit bien qu'il y a des phénomènes soit d'expansion, soit de tassement. Alors, de la compaction liée à l'effondrement de la structure après de l'altération importante, par exemple la perte des carbonates,
du foisonnement lié à l'activité biologique, mais aussi du foisonnement lié par exemple au labour et du compactage lié aux machines agricoles. Donc on ne peut plus, dans ces cas-là, continuer à considérer ce volume comme constant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré une fonction de pédotransfert portant sur la densité apparente, que l'on a utilisée comme un proxy du volume, et qui permettait de recalculer à chaque pas de temps le nouveau volume. Ça a été possible grâce à la plateforme de sol virtuel qui permet ce recalcul des profondeurs à chaque pas de temps. On a testé ce modèle cette implémentation dans le modèle sur 2 cas, un passage d'une agriculture conventionnelle à une agriculture avec une réduction du labour sur une dizaine d'années. Et puis, pareil, un passage de l'agriculture conventionnelle toujours à une prairie sur 72 ans. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'évolution du volume ici au cours du temps, avec en surface complète pour ce qui est de la réduction du travail du sol, une augmentation de la porosité, par contre une compaction en surface vers 20-30 cm de profondeur, alors que dans le cas de la prairie, on a une augmentation beaucoup plus marquée du volume en surface. Et ça correspond à ce qui est observé dans la réalité sur le terrain. Donc, ce qui valide en quelque sorte l'approche de cette modélisation, qui pour être complète, on devrait rentrer plus de fonctions permettant d'exprimer le collapse et le changement de densité apparente, notamment pour l'altération. Que retenir de tout ce que je vous ai présenté? Que la bioturbation et le lessivage des argiles sont du même ordre de grandeur, mais n'agissent pas à la même profondeur dans le sol. Qu'un horizon BT peut être initié en quelques années, donc c'est quand même un processus rapide, et que la modélisation des seuls transferts verticaux de matière ne permet pas de reproduire la totalité du contenu d'argile de l'horizon BT. Alors, on a vu par 2 types de modèles qu'on n'arrivait pas à le reproduire. Un modèle uniquement avec du transfert convection-diffusion, un modèle qui a du transfert, mais aussi un peu d'altération, puisqu'il y a de l'altération des carbonates. Il existe dans la littérature d'autres types de modèles qui, eux, sont complètement géochimiques ce coup-ci, et donc modélisent la dissolution, la précipitation des argiles. Et là encore, on voit qu'ils n'arrivent pas à représenter, donc là, c'est les données, enfin les quantités d'argile, ici la kaolite, et ce que prédit le modèle, et ils n'arrivent pas de nouveau à représenter cette accumulation d'argile en profondeur. Et que donc probablement, il faudrait pouvoir combiner ces différents types de processus dans un seul modèle pour pouvoir correctement comprendre ce qui se passe dans les lits du sol. Voilà. Et tout ça afin de pouvoir avoir des scénarios d'évolution des sols et de leurs caractéristiques à l'horizon 2100, d'en déduire des évolutions des services écosystémiques et d'introduire ces évolutions dans les modèles climatiques globaux. Ce travail n'aurait pas été possible sans la collaboration de toutes les personnes qui sont ici présentes et que je tiens à remercier encore une fois. Elles sont en fait co-auteurs de cette présentation. C'était le EAL que j'ai souligné au début dans la diapo introductive. Et je tiens particulièrement à... j'ai une pensée particulière pour Jérôme Balédan que j'ai mis au centre ici, qui nous a quittés trop précocement cet été et que je voulais remercier encore une fois. Et merci à tous pour votre attention. Merci Sophie, merci beaucoup pour cet exposé très riche et aussi une pensée effectivement à Jérôme Balédan. On va passer maintenant à
la partie de discussion, et donc j'invite tous les éditeurs à m'envoyer les questions. Hein, j'en ai quelques-unes, mais je pense qu'il voilà, il faut pas hésiter à en transférer. Et donc, si tu es prête, on va commencer cette partie de discussion, Sophie? Oui, oui. Oui. Donc, il y a une première question de Xavier Duplat, et qui dit beaucoup de conseillers agricoles estiment que la teneur en argile est un paramètre relativement stable dans le temps. Ils recommandent aux agriculteurs d'analyser cette teneur au maximum tous les 20-30 ans. Au vu de vos recherches, est-ce que vous conseillez une analyse plus fréquente? Pour quel type de sol et ou de pratique en priorité? Et donc, un grand merci à vous. Alors, la teneur en argile, elle est effectivement considérée comme stable dans le temps. C'est sûr qu'elle n'est pas, elle va pas changer tous les ans. Maintenant, 20-30 ans, il y a des choses qui évoluent, et ça, on l'a montré dans ces travaux que je viens de vous présenter, mais aussi dans des travaux où on montre que le drainage modifie près du drain les teneurs en argile de façon non négligeable. Donc peut-être que 30 ans, c'est beaucoup. Et peut-être qu'un pas de temps raisonnable serait plutôt une dizaine d'années. En fait, c'est quand même des pas de temps. Vous avez vu que la formation de l'horizon d'éluviation par nos modèles, alors c'est des modèles, hein, j'essaye de retrouver. Voilà, c'est quand même 30 ans. On voit nettement l'évolution, mais c'est quand même au bout de 30 ans. Donc effectivement, c'est pas un paramètre à réanalyser non plus tous les 4 matins. Généralement, les agriculteurs analysent en surface. Oui. Non, donc, alors, en surface, en plus, c'est plus homogénéisé. Tu peux juste nous réexpliquer un peu cette figure-là, parce que 30 ans, c'est ce qui se passe après. Donc, en fait, on part. La courbe verte, on part d'où? Oui, c'est ça ma question. En fait. Oui, on part du LEUS, là. Donc ça, c'est l'hypothèse du LEUS. Je vais vous faire repasser les petits films. Donc en fait, là, toutes ces courbes-là, c'est des arrêts sur image du petit film qui est là, où on voit l'évolution avec la profondeur de la teneur en inférieur à 2 microns au cours du temps, lié au processus de lessivage et de bioturbation. On voit qu'il y a des changements qui se font assez vite, mais bon, voilà, il faut aussi voir que les changements, ils se font entre 0,3 et 0,4. Ah oui, c'est en grammes par centimètre cube. Ça fait... Non, mais là, je ne peux pas faire le calcul de tête. Je suis désolée. Ok. Alors, on propose qu'on passe à la deuxième question, qui est sur le travail sur Donsol, là, quand vous allez analyser tous les profils à base Donsol. Donc, Michel Brossard pose un peu la question, c'est le travail sur Donsol implique que l'on s'intéresse à nouveau à ce taxon, avec l'éclairage que nous apporte Sophie. Qu'en pense-t-elle? Ce mot, voilà, est-ce que ça existe à lui seul, tel qu'on le définit? Alors, le problème, c'est... D'abord, est-ce que peut-être réexpliquer comment vous avez fait? J'ai pas tout à fait compris comment vous avez distingué les... Quand est-ce que vous avez décidé? Oui, vas-y. C'est long l'explication quand même. On a pris tous les sols appelés luvisols dans la base Donsol. On a regardé là s'il y avait toutes les données qu'il nous fallait. Ce qu'il nous fallait, en gros, c'était la granulométrie et la densité apparente. Donc, ça nous a éliminé 30% des profils. Je dois dire qu'à l'époque où on a fait cet exercice-là aussi,
à notre grande surprise, on n'avait pratiquement pas de l'Uvisol dans le nord de la France, pratiquement pas de l'Uvisol sur l'Eus parce qu'ils n'avaient pas encore été saisis. Ça changerait peut-être quelque chose au résultat. Après, on a calculé le squelette granulométrique des différents profils pour voir s'il y avait des contrastes liés à des matériaux parentaux d'origine différente. Ça nous a permis de détecter ces 66%-là. Et après, par un bilan de masse, on a calculé si ce qui était perdu par rapport au matériau parental dans les horizons au-dessus du BT pouvait expliquer l'accumulation calculée dans le BT par une approche du type bilan de masse, en utilisant le sable comme invariant. D'accord. Et donc, on constate que c'est généralement du changement de matériau parental et non pas du lessivage. Voilà. Alors ça, le truc, c'est que un l'UVIS, enfin, il y a le contraste textural est important dans la définition du l'UVISol. Mais il n'est pas forcément systématiquement lié, ce contraste textural, au processus de lessivage. C'est un peu ça l'idée que ça donne. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Oui, disons, la question sous-jacente à Michel, c'est est-ce qu'il faut revoir la classification sur le taxon des l'Uvisol et décrire ça, ce taxon différemment. C'est quand même un taxon un peu symbolique, un peu des classifications de sol, quoi. Je pense que c'est le lien, et il y a plusieurs auteurs qui montrent qu'on peut avoir plusieurs processus amenant à un même profil de sol et que du coup, le lien type de sol processus n'est pas si simple à faire. Et que donc dans l'idée du l'Uvisol, on a beaucoup en tête, puis surtout dans la communauté peut-être française, grâce à Marcel, on a beaucoup en tête le modèle des l'Uvisol sur l'Eus du nord de la France, mais c'est peut-être un cas particulier des l'Uvisol. D'accord, merci. Alors j'ai Frédéric Ress qui pose une question aussi. Merci pour cette très intéressante présentation. Je m'interroge sur le transfert de carbone par voie particulière. Tu as montré sur les premiers essais avec suivi de différents isotopes apportés par l'atmosphère que le profil de carbone dans les l'Uvisol pouvait être bien représenté à partir des estimations de transfert particulière de plomb 210. La question est longue, hein. Mais dans le cas du carbone organique, ne doit-on pas forcément considérer aussi du carbone organique dissous, des bicarbonates et des entrées de carbone en tout endroit du profil par les racines, qui peuvent altérer le profil de ces simplement prédits à partir d'un transport particulier? Et plus généralement, as-tu pu estimer l'importance du transfert particulier du carbone via les argiles dans les l'Uvisol que tu as étudiés par rapport à tous les autres modes de transport et apport? Un peu long comme question, j'espère que tu as pu, si tu as besoin que je répète des choses. Non, je pense que c'est bon. Donc, j'ai précisé, et c'était pas un détail sémantique, que les résultats sur cette modélisation, enfin sur cette approche multi-isotopique, étaient valables pour les l'Uvisol. Et pour les l'Uvisol, il y a des travaux, et notamment des travaux de Jérôme, qui montrent que la partie carbone dissoute est faible. Donc évidemment, si on parlait de Pozzol, sûrement qu'on ne pourrait pas faire la même chose. En tout cas, pas comme ça. Donc, cette hypothèse où on néglige les transferts dissous, elle est vraiment valable pour ce type de sol et pas pour d'autres. Et
Et ça, on a travaillé sur d'autres types de sols après, où on voit bien que c'est plus possible de faire cette hypothèse-là. Donc ça, c'est pour la partie dissoute. Pour la partie apport par les racines, évidemment qu'on ne peut pas la négliger, qu'elle n'est pas prise en compte dans notre modélisation. Et d'ailleurs, ça peut expliquer peut-être aussi des petites différences que l'on voit par endroit, par exemple par ici, entre ce qui est modélisé et ce qui est obtenu. Donc là, effectivement, on a uniquement un transfert particulaire. Pour ce qui est du transfert par lessivage, on a fait une hypothèse, on a transféré du carbone par le lessivage, mais avec une hypothèse qui était la concentration qu'on avait sur les argiles, ce qu'on avait mesuré. Je pense avoir répondu aux différentes parties, mais à moins que j'ai oublié quelque chose. D'accord. Merci, c'est le message de Frédéric. Alors je voudrais, il y a un certain nombre de questions sur la bioturbation qui arrivent, mais il y a aussi encore une question sur le lessivage qui me semble bien reliée à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a, je viens de la perdre, Morgane Curien qui demande, dans ton exemple là, sur Donsol, est-ce que les luvisols tronqués ont été comptés comme luvisols avec le bilan de masse? Non, parce que explique peut-être à tout le monde ce que c'est qu'un luvisol tronqué. Donc, s'il manque des horizons en fait en surface. Donc nous, on avait, c'était une des conditions aussi. Maintenant que cette question se pose, on avait aussi comme condition qu'on rejetait les profils sur lesquels il n'y avait pas tous les horizons. D'accord. Parce que du coup, on ne pouvait pas faire le bilan de masse. D'accord. Je pense passer pour l'instant à des questions plutôt sur tout ce qui est bioturbation. Didier Orange, avez-vous caractérisé la macrofaune responsable de la bioturbation et fait un inventaire de la taille des macropores? Alors, la caractérisation de la macrofaune, il y a eu des caractérisations sur ces sites-là, mais pas spécialement par nous, des vers de terre. Je crois pas, je n'ai pas souvenir de caractérisation d'autres espèces. Donc, les macropores, ils ont été, le travail là que j'ai présenté, c'est un travail de thèse dont j'ai pris un ou deux exemples et qui est beaucoup plus fourni, sur lequel il y a tout un travail sur la macroporosité, effectivement. Mais je le connais pas assez bien pour dire exactement ce qui a été fait dedans. Donc moi, j'en ai extrait quelques résultats. C'est un travail qui faisait partie du projet coordonné. J'aurais peur de répondre à côté, donc je préfère me taire. Ok, alors je sais quand même une question qui est proche, même si elle n'est pas tout à fait identique, de Charles Gers. Sur le terrain, discernez-vous la bioturbation d'origine animale, de la végétale, système racinaire profond, point d'interrogation, et pour les usages récents, qu'en est-il de l'impact des semelles de labour, dépendant bien sûr de la nature des argiles? Voilà, est-ce qu'on sait distinguer la biodiversité animale, végétale? De mémoire, ce qui a été fait sur l'approche micromorpho, c'est que effectivement, il y avait des hypothèses de taille. Je finis par répondre à la question précédente. Il y avait des hypothèses de taille de macropores qui étaient certains faits par les racines, d'autres faits par la macrofaune. Mais ça, c'était oui, c'était sur le terrain, c'était à partir de lames minces prélevées sur le terrain. Donc on les distingue sur la base de leur taille. Oui, voilà. C'est ce qui a été fait en tout cas. Ok, alors j'ai une question toujours sur la classification qui m'a échappé. Donc Geoffroy Serré,
Merci pour l'exposé. Je reviens un instant sur la question sur la classification. Un luvisol est bien défini par les processus de lessivage et donc il relance la question précédemment posée. Les luvisols sont caractérisés par l'importance des processus d'argiluviation au sein d'un matériau originel, sans discontinuité lithologique importante, avec accumulation au sein du solum des particules déplacées. Donc je pense que Geoffroy reprend la définition du référentiel, je ne l'ai pas en tête, mais voilà. Donc est-ce que, grosso modo, la grande majorité des situations que tu nous as montrées sont mal classées? C'est un peu ça que ça veut dire. Bah, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça à définir sur le terrain et que les discontinuités de matériaux parentaux sur un sol assez évolué, c'est pas si évident que ça à voir, peut-être. Ok. Alors, parce que je considère que les gens qui ont fait, enfin, je ne voudrais pas dire, c'est pas ce que j'ai dit, que les pédologues qui ont fait les descriptions de ces sols ont mal fait leur boulot. C'est pas du tout mon propos. Et je pense qu'il y a des choses qui sont pas si simples que ça à voir sur le terrain. C'est pas de savoir s'ils sont mal fait leur boulot, c'est plutôt de savoir si la classification doit être revue à la lumière des connaissances nouvelles. Oui, mais là, parce que là, effectivement, comment dire, formuler le fait qu'il n'y a pas de discontinuité lithologique, et moi, c'est pas l'impression, enfin, les résultats de ce qu'on a regardé avaient l'air de nous dire qu'il y avait une discontinuité lithologique, donc qui n'aurait pas dû être classé en luvisol. C'est un peu ça que ça laisse à... Oui. C'est ce que je comprends, en fait. Je pense que c'est pas si évident que ça à faire et à voir. Ok, merci. Mais à un moment donné, là je pose ma question en mon nom, tu nous as remis un peu la référence de Fedorov, qui pensait que le lessivage était encore un processus actuel. Quelle est la réponse en fait que tu donnes en bout de course? Je pense qu'il a raison. Effectivement, ce processus, il est encore que dès qu'il y a un changement des conditions, donc on voit la mise en culture qui fait varier, qui réactive le processus. Et puis on voit que les pluies violentes qui arrivent sur un sol entraînent des particules qui sont, comment dire, réaccrochées en profondeur. Donc je pense que oui, effectivement, c'est toujours actuel. D'accord. Alors il y a maintenant des questions sur la partie plus de modélisation. Des modélisations qui a été présentée. Et donc il y a une première question de Jean-Paul Legros. Merci pour les grands progrès faits dans une discipline qui en a bien besoin. Question, Solgen ne prévoit, d'après le schéma que l'altération à travers de la dissolution, quitte par exemple de l'hydrolyse, car l'horizon biais, c'est bien cela aussi. Alors, bon, déjà, remonter le schéma qui montre un peu les différents processus qui... Voilà, alors déjà, je tiens à attirer l'attention sur le fait que la version de Solgen qu'on a utilisée, c'est la version de 2012. Donc, il y a eu des travaux faits par Peter Fink depuis, dans le cadre d'une thèse notamment, où ils ont beaucoup travaillé pour essayer de rentrer beaucoup plus de processus d'altération et de néoformation des argiles. Donc actuellement, il y a beaucoup plus de minéraux qui sont altérés et il y a, il me semble, une partie de néoformation d'argile, mais qui est vraiment ce qui est vraiment l'endroit
qui est compliqué en ce moment, enfin qui reste compliqué. Alors après, il y a d'autres processus qui sont encore plus mal décrits, c'est tout ce qui est redox. Là, c'est vraiment très compliqué et il n'y a pas beaucoup de modèles qui gèrent ça bien. Ok, Donc merci. là, une version, enfin voilà, c'est pas la dernière version, quoi. Et donc, dans Morgan Curien pose sur la modélisation exposée, nous montre une modélisation réalisée sur prairie. En terre agricole, le sol est labouré. Il y a donc une forte bioturbation, ce qui devrait normalement bloquer ce phénomène, au moins la surface du sol. De plus, sur l'ubisol, à texture généralement favorable à l'abattance et à l'acidification de surface, les agriculteurs ont pour habitude de faire des amendements calciques, ce qui devrait théoriquement stopper le lessivage des argiles. Est-ce que ces phénomènes sont pris en compte dans la modélisation? Oui, oui. Alors, dans la modélisation, je suis désolée, je n'ai pas dit tous les processus qu'il y avait, mais dans ce modèle, il y a le labour, il est rentré, il est décrit en surface, donc on le décrit par une intensité de mélange et puis une intensité de mélange et une profondeur. Il y a le chaulage, il est pris en compte, en fait, la fertilisation est prise en compte. Et donc, il y a l'apport on peut rentrer un apport de carbonate. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pendant la période parce que donc, je recommence. C'est fait sous prairie, oui et non, parce que là, pourquoi j'arrive pas à commencer après? Quand je vous ai présenté ce résultat-là, en fait, là, on n'est pas du tout sous prairie, on est sous agriculture. Et puis, avant, on a modélisé le point pour arriver là, c'est-à-dire que toute une partie, on part de la roche-mère, hein, donc on a toute une partie effectivement non cultivée et une période cultivée dans laquelle on fait des apports de carbonate réguliers, un peu comme ce qui est fait en agriculture. Et là, c'est juste la dernière période où il y a la prairie. Donc oui, ces processus sont rentrés dans le modèle. Après, ce qui n'est pas du tout dans le modèle, par contre, et c'est pas négligeable quand même, il n'y a pas l'azote. Donc, Que tu pourrais nous expliquer un peu ce graphique qui est pas si simple à lire? On envisage donc 2 scénarios, c'est ça? En fait, l'idée, c'était d'essayer de voir donc, si on était capable de faire un modèle qui s'affranchissait de l'hypothèse du volume constant et qui donne des résultats un peu réalistes. Or, ce qui nous pose problème et ce qu'on n'a pas résolu pour l'instant, c'est d'essayer d'avoir des seuils de collapse et des taux de collapse liés à l'altération. Donc, on a cherché quelles étaient les autres sources de changement de volume qu'on pouvait essayer de simuler pour voir si notre modèle pouvait, pour essayer de voir la plus-value de faire rentrer le changement de volume. Et donc, on est parti sur ces deux changements d'occupation et de pratique. Dans un cas, une prairie qui a été installée il y a 72 ans sur un champ. Et dans l'autre cas, c'est le site expérimental de Mont-Saint-Chaussée où il y a eu un essai de réduction du travail du sol qui a duré 10 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le site donc en conventionnel, travail réduit, et la prairie. Et puis, donc, là,
on a essayé d'après de reproduire avec l'hypothèse qu'avant on était en travail conventionnel, avant que l'expérience de réduction du travail du sol commence, on était bien en travail conventionnel, et avant la prairie, ça avait été un champ cultivé. Donc voilà, on est parti de la situation actuelle du sol, comment dire, cultivé en conventionnel, et on lui a appliqué un changement de pratique dans le modèle. Et on a regardé comment cela jouait sur le changement de volume, sachant que on a une fonction de pédotransfert qui est liée à la densité. La densité dans la fonction de pédotransfert, elle est calculée en fonction de la teneur en carbone et de la teneur en argile, et donc il y a des boucles de rétroaction derrière. Donc on voulait voir comment ces boucles de rétroaction faisaient évoluer le volume et si c'était réaliste par rapport à ce qui avait été vu dans des expérimentations au champ, ou si c'était complètement idiot. D'accord, merci. Alors j'ai une question sur le lien, justement, la première partie, là, sur l'intensité de pluie et donc son rôle sur le lessivage. Et donc Mosen Rezghi demande l'intensité de la pluie affecte certes le lessivage, mais est-ce que la nature de l'argile peut accélérer ou différer ce lessivage? Alors là, au vu de ce qui existe dans la littérature, sûrement. Au vu de nos expériences, je ne peux pas répondre parce que nous, on n'avait qu'un type de sol. D'accord. Effectivement, il y a dans la littérature, il est décrit que les smectites partent plus vite. Après, nous, on n'a pas retrouvé ce genre de résultat-là. D'accord. J'ai une question de Frédéric encore. Peux-tu revenir sur la fonction de pédotransfert utilisée pour tenir compte de l'évolution de la densité apparente? Comment a-t-elle été construite et quelle est sa robustesse? Alors, on avait utilisé 3 fonctions de pédotransfert. Tantrer et je sais pas qui, j'ai oublié la date. Tantrer et j'ai oublié la date. Alexander et Burt, et la troisième, Voss et Al. J'ai oublié les dates, je suis désolée. On a choisi ces 3 fonctions de pédotransfert parce qu'elles avaient été testées sur un très grand nombre de types de sols. Donc l'idée après, c'était d'avoir un modèle qui soit utilisable sur un grand nombre de types de sols, même si on le testait, nous, que sur des luvisols. Alors c'est pas forcément les plus adaptés à ce type de sol-là, mais c'est des fonctions de pédotransfert largement testées sur un grand type de sol. C'est un compromis. En fait, la question, comment dire, la question de quand on veut modéliser la pédogénèse sur des temps comme ça très longs, la question c'est que le sol qu'on considère, il peut passer par des types de sols très différents. Donc optimiser sur un type de sol, c'est peut-être pas l'idéal. Parce qu'on peut avoir une fonction qui du coup va arriver à un seuil, quoi, lors du changement de type de sol. Ou alors, après, il faut passer sur des trucs un peu plus compliqués qu'une simple fonction linéaire. Pardon, excuse-moi. Oui, c'était pour comprendre ces 3 fonctions de pédotransfert, vous les avez utilisées pour les comparer, les résultats, ou pour adapter la meilleure fonction selon le contexte? Au départ, on a regardé quand même comment elles se comportaient par rapport à nos données pour voir s'il y en avait une qui avait l'air de fonctionner un peu mieux, sachant que les 3 étaient quand même décrites pour un très grand nombre de types de sols. Et après, je crois qu'on en a implémenté qu'une. D'accord. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions. J'avais une question moi-même sur les distances de transport. Est-ce qu'on a une idée sur quelle distance on peut avoir des
ces transferts d'argile? Qu'en est-il éventuellement de transferts qui hors du profil? Est-ce que alors évidemment, dans nos expériences sur colonne, on a du transfert à l'extérieur de la colonne. Ce qu'on voit, c'est que typiquement, on retrouve, parce qu'on a mis deux colonnes et on a mis des smectites au-dessus, on retrouve les smectites que en tout début d'expérimentation, après elles disparaissent. Donc, soit elles sont parties, elles ne partent qu'en tout début d'expérimentation, soit après elles sont refixées, elles sont toutes fixées dans l'horizon plus profond. Ça, je ne peux pas te répondre. Après, au niveau des profils de sol, on a des teneurs en argile dans les horizons C qui sont tout à fait classiques de l'EUS. Alors, soit effectivement, ils n'ont rien retenu, ces horizons-là, et tout est parti, mais c'est un peu une hypothèse. Bon, on peut difficilement l'exclure, mais c'est bizarre qu'ils aient rien retenu, quoi. Soit c'est pas descendu jusque dans ces horizons-là. C'est d'autant plus bizarre qu'ils aient rien retenu que souvent ils ont un pH très favorable à la rétention. On peut pas l'exclure, mais on n'a pas non plus d'argument pour dire qu'il y a des départs. Si, on a des arguments qui tendraient, on a des arguments qui iraient plutôt contre, c'est-à-dire que quand on prend nos isotopes, qu'on fait un calcul de la masse d'isotopes qu'il y a dans le profil et qu'on compare ça aux entrées connues, aux DPO connus, on arrive à boucler le bilan. Alors qu'il devrait partir sans ça. C'est peut-être la meilleure façon de répondre à ta question. D'accord. Et effectivement, dans d'autres types de sols dans lesquels on a des départs solubles, là, pour le coup, on a des déficits. On n'arrive pas, on perd des éléments. Donc, mais dans les luvisols, pas trop, en fait. D'accord, merci. Écoute, j'ai fait le tour des questions, donc je te propose qu'on s'arrête là. Donc merci beaucoup pour tous ces apports. On voit bien que tout ça apporte une vision un peu nouvelle des transports verticaux dans les sols. Et donc je voudrais te laisser la parole finale pour éventuellement conseiller une lecture ou tout autre message final que tu voudrais délivrer. Je voudrais remercier l'auditoire d'avoir écouté déjà cet exposé et puis pour les questions et la discussion très riche qui s'en est suivie. Et je suis toute disposée à d'autres discussions éventuelles sur des sujets, sur la pédogénèse récente. Voilà. Merci. Alors j'ai Jim Félix Faure qui demande si le webinaire est enregistré et si on pourra y accéder. Donc là, la réponse est bien positive. Dès la semaine prochaine, ce webinaire sera en ligne sur la chaîne webinaire de la FES. Il suffit de taper ça sous un moteur de recherche. Vous trouverez très facilement. Et donc, il va rejoindre les quelques 50 webinaires et plus qui ont été faits dans le cadre de ce cycle de webinaires de l'Association française pour l'étude des sols. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne continuation. Et donc, à bientôt.